m'excuse. Alors, la prise en charge du syndrome donc, comporte plusieurs étapes. Euh, étapes. Donc, il faut d'abord savoir évoquer le syndrome de Cushing, donc évoquer ce syndrome, confirmer biologiquement cette hypercorticisme, éliminer les diagnostics différentiels, démontrer biologiquement s'il s'agit d'un ACTH dépendant ou d'un ACTH non dépendant, donc indépendant, la mise en évidence de la lésion à l'origine de ce syndrome de Cushing et bien sûr la réalisation d'un traitement adapté. Alors, comme petit rappel physiologique, donc vous le savez tous, que la régulation de la sécrétion de cortisol dans l'organisme est régulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous avez l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, par le biais de la CRH, va stimuler l'hypophyse, qui, quant à elle, va stimuler les surrénales par le biais de la CTH, et il y aura un rétrocontrôle négatif, donc ce qu'on appelle le feedback négatif. La surrénale est constituée de deux parties, une corticosurrénale et une médulosurrénale. Bon, la médulosurrénale ne nous intéresse pas aujourd'hui, ce n'est pas notre cours d'aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la corticule régulière, fasciculée et réticulée, responsable de sécrétion d'hormones, donc cortisol, de minéralocorticoïdes et d'androgènes. Donc, ça, c'est pour un tout petit rappel physiologique. Alors, pour ce qui est du rythme nictéméral, donc c'est le rythme donc, de sécrétion de cortisol physiologique donc, dans les 24 heures. Comme vous voyez ici sur la courbe, le pic de sécrétion de cortisol dans l'organisme, il se fait aux alentours de 8 heures du matin. Donc, c'est la sécrétion, donc le pic physiologique de sécrétion de cortisol dans l'organisme. Alors, il s'agit... Pardon. Donc, c'est une hormone vitale avec une action ubiquitaire. C'est une hormone de stress avec des effets bénéfiques en aigu mais délétères en chronique. Et elle a bien sûr un effet catabolique et anti-anabolique. Cliniquement, bien sûr, il comporte de nombreux symptômes non spécifiques, tels des troubles psychiatriques, une obésité abdominale, de l'hypertension artérielle et des troubles de la glycorégulation. À l'inverse, les symptômes cutanés, musculaires et osseux, qui sont le reflet en fait de l'activité catabolique et anti-anabolique du cortisol, sont les plus spécifiques et doivent être recherchés lorsqu'on suspecte donc, un syndrome de Cushing. Alors, là, premièrement, donc, ce que vous avez donc, cliniquement qui est typique ou spécifique du syndrome de Cushing, bon, je vais en parler à la fin de la présentation, je vais vous montrer donc, quelques images. Donc, vous avez la redistribution facio-tronculaire de la graisse. Donc, il s'agit d'une obésité androïde avec une prise de poids au niveau du membre, plutôt général, mais avec des membres inférieurs qui sont grêles, donc beaucoup plus donc, une obésité donc, dans l'étage supérieur. Le visage, ce qu'on appelle un faciès lunaire, il est vraiment il y a un visage qui est rond, qui est bouffi, avec une hypertrophie des boules de Bichat, donc avec une hypertrophie les joues sont vraiment tombantes. Il y a ce qu'on appelle le cou avec une bosse de bison, c'est un comblement des creux susclaviculaires et axillaires. Il y a bien sûr une augmentation du tour de taille et il y a une amyotrophie des ceintures avec un abdomen protubérant. Donc, c'est ça, donc la redistribution façon-tronculaire de la graisse. Il existe d'autres signes qui sont moins spécifiques. Il y a une HTA qui est résistante au traitement, donc un patient qui se présente pour une hypertension artérielle, pardon, mais qui résiste au traitement. Il y a l'insuffisance gonadotrope. Il y a des troubles psychiatriques inexpliqués, donc une dépression, une irritabilité, une agressivité. Il y a l'hirsutisme, donc c'est l'hyperpilosité, donc une hyperpilosité inexpliquée, c'est l'hirsutisme avec des signes de virilisation. Il y a des troubles de l'immunité avec tendance aux infections, donc c'est quelqu'un qui fait des infections à répétition. La mélanodermie, qui est donc une hyperpigmentation de la peau, donc je vais vous montrer tout à l'heure donc les images. Et on peut avoir aussi des œdèmes des membres inférieurs. Donc, ces signes cliniques, ces symptômes doivent vous faire rechercher ou bien évoquer un syndrome de Cushing.
Alors, compte tenu de la prévalence qui est relativement augmentée de ce syndrome, plutôt du syndrome du Cushing polysymptomatique, il faudrait le rechercher, donc, comme je l'ai dit, devant un diabète de type 2 qui est déséquilibré, qui est mal équilibré, sans qu'il y ait une cause évidente, donc sans qu'il y ait un facteur qui déséquilibre ce diabète. Une hypertension artérielle, comme je l'ai dit, qui est résistante au traitement ou bien chez le sujet jeune. Donc, parmi les étiologies de l'HTA, je pense que vous l'avez déjà fait. Donc, on doit rechercher un syndrome de Cushing. Un tableau psychiatrique atypique. Une ostéoporose, donc sans qu'il y ait une cause évidente. Et chez l'enfant, bien sûr, un ralentissement de la croissance naturelle, surtout s'il est associé à une prise pondérale paradoxale. Et bien sûr, devant tout, incident talum surrénalien. Alors, c'est quoi l'incident talum? En fait, c'est une masse surrénalienne de découverte fortuite. Ça veut dire qu'à l'imagerie, par exemple, pour toute autre pathologie ou tout autre examen, donc on fait une imagerie, on découvre donc une masse surrénalienne. C'est ce qu'on appelle un incident talum surrénalien qui doit nous faire rechercher donc un syndrome de Cushing. Alors, quels sont les signes donc les signes donc, métaboliques dus à l'excès de ce cortisol, cet excès de cortisol? Donc, on a dit que c'était une intolérance aux hydrates de carbone ou bien carrément donc un diabète, une polyglobulie, une hypoleucocytose de trophie, une hypokaliémie, mais c'est surtout lorsqu'il s'agit donc d'une hypersécrétion d'ACTH et surtout lorsqu'il s'agit d'une sécrétion donc ectopique d'ACTH, une dyslipidémie, une insuffisance gonadotropes et thyréotropes et un bilan hépatique. Alors, la mise en évidence de cette sécrétion excessive de cortisol doit se faire par des examens biologiques, donc devant un contexte clinique. Donc, je l'ai dit, soit des signes spécifiques du syndrome de Cushing qui sont donc le faciès, l'obésité androïde, la myotrophie, etc. Ou bien des signes indirects tels une HTA du sujet jeune, tel un diabète déséquilibré, tel un trouble psychiatrique. Donc, devant une suspicion clinique, on doit bien sûr le rechercher biologiquement. Donc, essayer de l'identifier, d'objectiver cette hypercortisolémie, si vous voulez. Alors, la mise donc, en évidence de cette sécrétion excessive se fait par deux dosages. Alors, principalement, le dosage plasmatique du cortisol matinal à 8 heures ou bien du cortisol salivaire. Mais récemment, donc, comme je l'ai dit, physiologiquement, selon la chronique téméra de la sécrétion du cortisol, la sécrétion physiologique, donc le pic physiologique du cortisol chez un sujet sain se fait à 8 heures. Donc, est-ce qu'il y a réellement un intérêt à faire le dosage à 8 heures du matin? Ça, c'est la question qu'il faudrait se poser. Donc, est-ce qu'il va apporter vraiment un plus à doser le cortisol à 8 heures du matin, du moment que le pic, déjà, il y a à 8 heures du matin? Le deuxième examen biologique à faire, en fait, c'est la mesure du cortisol libre urinaire, ce qu'on appelle en pratique courante le CLU. Donc, en pratique courante, on parle de CLU. Donc, c'est le cortisol libre urinaire qui est rapporté, bien sûr, à la créatinurée. C'est l'examen de choix. Donc, on fait le dosage. Pourquoi c'est un examen de choix? Parce que lorsqu'il y a un excès de cortisol euh, au niveau sanguin, donc cortisol plasmatique, donc s'il y a un excès, donc un taux élevé de cortisol plasmatique, ce cortisol sera éliminé par les urines. Donc, lorsqu'on trouve un taux de cortisol urinaire important, donc élevé, on est sûr et certain, donc on peut confirmer le diagnostic d'un hypercorticisme. Il faut bien sûr répéter les dosages au moins 2 à 3 fois pour être sûr du bilan biologique. Donc, ça, c'est le premier examen à faire. Alors, il faut aussi rechercher donc, la rupture du rythme circadien de sécrétion de cortisol. Donc, comment on peut le confirmer? Alors, on dose le cortisol à minuit. Quand je vous l'ai montré au niveau de la courbe, donc il y a le pic de la sécrétion donc, physiologique à 8 heures du matin, et cette courbe va diminuer avec le temps. Donc, lorsqu'on atteint donc, vers minuit, c'est donc après vous allez revoir donc, les images, c'est là où il y a donc le moindre taux de cortisol donc, dans le sang. Donc, le dosage du cortisol à minuit, s'il est inférieur à 1,8 microgramme, donc, ou bien à 50 millimoles, donc ça va nous éliminer un hypercorticisme. Par contre, si à minuit, le taux de cortisol est élevé, donc on peut affirmer le diagnostic d'un hypercorticisme. Donc, le bilan biologique, bon, on va résumer tout à l'heure par la suite, mais alors, devant une symptomatologie clinique évocatrice, ou bien des signes donc,
qui ne sont pas vraiment spécifiques, on va faire donc le dosage du cortisol à 8 heures, le dosage du cortisol urinaire des 24 heures, donc on va collecter les urines de 24 heures, et aussi donc voir s'il y a une rupture donc, du rythme circadien par le dosage du cortisol à minuit, que si l'on trouve qu'il est donc élevé, donc on peut affirmer le diagnostic d'un Cushing. Alors, troisième étape, donc après avoir confirmé qu'il s'agit donc d'un hypercorticisme, donc on a déjà donc on a objectivé cet hypercorticisme biologiquement, que ce soit sur la cortisolémie plasmatique ou bien urinaire ou bien à minuit, donc par le dosage donc, du cortisol à minuit. On va voir s'il y a donc la perte du rétrocontrôle des glycocorticoïdes exogènes sur la sécrétion d'ACTH, pardon. C'est ce qu'on appelle les tests de freinage. Alors, c'est quoi le but de ces tests de freinage? Je l'ai dit tout à l'heure que physiologiquement, la régulation de la sécrétion donc, du cortisol se fait par un axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, la sécrétion donc, de l'ACTH par l'hypophyse va stimuler les surrénales et il y aura sécrétion de cortisol. Donc, lorsqu'on fait, donc on a un hypercorticisme, pour voir si cette hypercorticisme, donc si cette hypercortisolémie est ACTH dépendante ou non, on fait un test de freinage, c'est-à-dire on va donner des corticoïdes exogènes, donc c'est de la dexaméthasone, on donne aux patients donc la dexaméthasone, des corticoïdes, et on va doser le cortisol plasmatique de 8 heures du matin. Alors, si vous réfléchissez bien, si vous arrivez à me suivre, lorsque cette hypercortisolémie, cet hypercorticisme n'est pas ACTH dépendant, donc on est censé, quand on donne du cortisol à un patient, ce cortisol, du moment qu'il va faire un rétrocontrôle négatif, ça veut dire qu'il va inhiber la sécrétion d'ACTH par l'hypophyse, et donc, normalement, il y aura une baisse de cortisol sanguin donc à 8 heures. Donc, il n'y aura pas de sécrétion de cortisol par les surrénales. Alors, l'intérêt de ce dosage, pourquoi on fait ce test de freinage? C'est pour en fait déterminer s'il s'agit d'un ACTH dépendant ou non. Alors, lorsque c'est un ACTH dépendant, quand on donne aux patients d'ingérer donc la dexaméthasone, on donne donc 1 mg par voie orale, c'est le freinage minute. Donc, on le donne au patient à minuit et on fait le dosage à 8 heures du matin. Lorsque ce test, donc, quand on dose la cortisolémie à 8 heures du matin et on trouve donc le dosage négatif, c'est qu'il y a eu réellement un rétrocontrôle négatif et on est sûr que cette hypercortisolémie est ACTH dépendant. Ce syndrome de Cushing est ACTH dépendant. À l'inverse, si on donne, alors si on a une hypercortisolémie et on donne de la Dexa et il n'y a aucune réponse, ça veut dire là, il n'y aura pas de baisse de taux de cortisol donc à 8 heures du matin, malgré qu'on ait donné de la dexaméthasone chez ce patient, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rétrocontrôle. Ça veut dire que la surrénale n'est pas ACTH dépendante et elle est autonome, elle sécrète elle-même seule le cortisol. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Alors, c'est ce qu'on appelle le test de freinage. Alors, pour le test de freinage, il existe en fait, on va dire, principalement deux tests de freinage. En fait, c'est le même principe, hein, c'est le même intérêt, c'est juste la dose qui est différente. Alors, on a le test de freinage minute. On donne donc 1 mg alors, par voie orale à minuit et on fait le dosage à 8 heures du matin. Il y a le test de freinage faible ou standard, c'est de donner de 0,5 mg de Daxa toutes les 6 heures. Donc, ce n'est pas à minuit. Donc, on ne donne pas 1 mg une seule fois à minuit et on fait le dosage le lendemain à 8 heures. Mais c'est 0,5 mg toutes les 6 heures pendant 2 jours. Donc, on fait le dosage 6 heures après la dernière prise donc, de cette dexaméthasone avec le dosage du CLE. Et c'est le même principe. Donc, c'est le but, c'est en fait de voir est-ce que c'est ACTH dépendant ou non. Alors, en première intention, on résumait sur tout ce qui est bilan biologique, après avoir évoqué le diagnostic d'un syndrome de Cushing sur des éléments cliniques spécifiques, et c'est sur des éléments suspects, donc non spécifiques de syndrome de Cushing. On doit confirmer donc ce syndrome de Cushing biologiquement. Alors, en première intention, systématiquement, on doit doser le cortisol urinaire des 24 heures, ce qu'on appelle le CLU. On peut doser le cortisol salivaire,
Le cortisol plasmatique à minuit de préférence. Je vous l'ai dit que c'est à minuit parce qu'à 8 heures, il y a le pic physiologique. C'est-à-dire si on veut réellement doser ce cortisol, de préférence, faire le dosage plasmatique à minuit en intra-hospitalier, bien sûr. Ou bien sûr, on fait le dosage du cortisol après le freinage. En seconde intention, on fait les dosages, donc pardon, le freinage faible et négatif, les tests de freinage. Donc l'hypercorticisme clinique et biologique, il est permanent, il n'est pas freiné, c'est-à-dire on ne va pas le freiner. Malgré qu'on donne donc de l'adexan, on ne peut pas freiner donc cette hypersécrétion de cortisol. Alors, donc voici donc les modalités, donc un résumé donc, sur les tests de freinage avec les dosages. Vous allez le voir tout à l'heure, donc avec les dosages pour les modalités du test et les résultats attendus des tests de freinage. Alors après, il faudrait éliminer bien sûr un syndrome de Cushing iatrogène. Alors ça veut dire iatrogène, c'est-à-dire que ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un patient qui présente donc une pathologie donc, endogène, mais il s'agit en fait d'une prise médicamenteuse. La plupart du temps et souvent, c'est les corticoïdes. Alors il faut savoir que si un patient prend de la corticothérapie donc pour des maladies, on va dire, auto-immunes le plus souvent, ou bien pour d'autres anomalies, pour les néoplasies. L'essentiel, c'est qu'un patient qui prend des corticoïdes au long cours, mais à une dose minimale, donc de 7,5 mg de prédnisone pendant au moins 3 mois, il peut donc avoir un syndrome de Cushing clinique et biologique. Donc, c'est un traitement, il suffit juste d'arrêter donc cette prise médicamenteuse, cette prise donc iatrogène donc de traitement donc corticoïde et on aura donc correction des anomalies biologiques et cliniques. Donc il faudrait donc d'abord éliminer tout ce qui est iatrogène et les pseudo-syndromes de Cushing. Donc cliniquement c'est un syndrome de Cushing avec absence de syndrome catabolique, hypercortisolémie biologique. Donc le cycle il est conservé, le test de freinage il est positif, faible, mais le CAH, on va voir tout à l'heure, qui sont négatifs. Ce pseudo-syndrome de Cushing, il est dû généralement à un alcoolisme, à des maladies psychiatriques, au stress et surtout à une anorexie mentale. Et bien sûr, l'obésité qui ne présente pas de signes cataboliques. Donc, il faut faire la différence entre un véritable Cushing et donc les pseudo-Cushing. C'est surtout donc lié à des manifestations cliniques mais qui ne sont pas vraiment en faveur d'un Cushing biologique et clinique. Alors, devant donc une suspicion donc, de maladie de Cushing, on a devant cette suspicion, donc, nous avons donc vous avez résumé donc un algorithme, donc nous avons le Cushing vraisemblable et nous avons le Cushing hypothétique, donc sur une hypothèse. Donc, devant un Cushing vraisemblable, on doit hospitaliser le patient, faire les dosages donc urinaires et plasmatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un dosage urinaire des 24 heures fortement positif, c'est bon, on ne se pose même pas la question, c'est un Cushing réel, établi, diagnostic sûr et certain. Lorsque les tests biologiques, enfin, la cortisolémie donc, à minuit, donc plasmatique de minuit, et la cortisolurie donc, des 24 heures est normale, est-ce qu'il s'agit réellement d'un Cushing ou est-ce qu'il s'agit d'un Cushing intermittent? Il faudrait donc refaire les dosages à distance. Lorsqu'on a l'hypothèse d'un Cushing, donc on doit dépister donc biologiquement en ambulatoire. Donc ça ne sert à rien d'hospitaliser un patient lorsqu'on a juste une suspicion de Cushing et faire les dosages et on va voir. Si on a des dosages positifs, on doit hospitaliser les patients. S'ils sont négatifs, il ne s'agit pas d'un Cushing, mais plutôt donc des syndromes donc, de l'obésité ou carrément d'autres pathologies, par exemple en cas d'HT résistante, qui ne sont pas en faveur d'un Cushing. Alors maintenant, devant un syndrome de Cushing, donc on est sûr, c'est bon, donc on a un Cushing, on a une cortisolémie élevée, on est sûr et certain. On a une cortisolurie des 24 heures qui est élevée, donc qui est à 3 fois la normale. C'est un syndrome de Cushing sûr et certain. Maintenant, il faut rechercher son étiologie. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome de Cushing, ACTH dépendant ou bien non ACTH dépendant? Alors, pour ce qui est des ACTH dépendants, il y a deux principales pathologies. C'est la maladie de Cushing, principalement. Donc, c'est dû à un adénome hypophysien. On va le détailler par la suite. Ou bien,
dû à une sécrétion ectopique d'ACTH. Ça veut dire qu'il n'y a rien sur l'hypophyse, ce n'est pas d'origine hypophysaire, mais on va voir pour la suite c'est quoi l'étiologie de cette sécrétion ectopique d'ACTH. Il y a une autre cause, donc pour les ACTH, pour les syndromes non ACTH dépendants, en fait, c'est une atteinte surrénalienne proprement dit, principalement les adénomes, donc qui sont unis latéraux, donc ça touche généralement une seule surrénale, ou bien les néoplasies, donc les corticosurrénales, donc dans 40% des cas, et il existe à 1% donc des formes graves d'hyperplasie, donc bilatérale des surrénales, donc qu'elles soient importantes, qu'elles soient pigmentées, on va voir tout à l'heure. Donc principalement devant un syndrome de Cushing, après avoir identifié, donc après l'avoir évoqué cliniquement, ou l'objectiver donc biologiquement par le dosage de la cortisolurée des 24 heures, le dosage plasmatique du cortisol à minuit principalement, ou bien salivaire. On doit rechercher est-ce qu'il s'agit d'un ACTH dépendant ou non ACTH dépendant. Alors, pour le ACTH dépendant, alors il faudrait donc doser l'ACTH. Si on trouve donc l'ACTH plasmatique qui est effondré, donc qui est inférieur à 5 pigomètres par millilitre, il s'agit bien sûr d'une origine surrénalienne. Ça veut dire que ce n'est pas l'ACTH qui est en train de stimuler les surrénales pour la sécrétion du cortisol. On est sûr, lorsqu'on a une hypercortisolémie ou une cortisolurie très importante avec un taux d'ACTH qui est effondré, il s'agit d'une origine surrénalienne, on est sûr et certain. Lorsque ce taux d'ACTH est très élevé, donc est supérieur à 15 km par millilitre, il s'agit donc d'un syndrome de Cushing ACTH dépendant, qu'il s'agisse soit d'un adénome hypophysien ou bien d'une sécrétion ectopique d'ACTH. Donc c'est un syndrome de Cushing ACTH dépendant. Lorsque malheureusement on trouve, donc c'est-à-dire on n'a pas de limite, c'est-à-dire on est entre le 5 et le 15 pigomètres par millilitre pour le dosage de la CTH, on doit refaire déjà les dosages et faire le test au CRH. Le CRH, en fait, c'est l'hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus. C'est-à-dire on doit confirmer est-ce qu'il s'agit réellement, donc pour, pour trancher, est-ce qu'il s'agit réellement d'un ACTH dépendant ou d'un ACTH indépendant. Donc, quand on fait le test au CRH, c'est-à-dire on donne au patient le CRH, c'est-à-dire on injecte au patient cette hormone-là, si le taux de l'ACTH est inférieur à 15 malgré donc la sécrétion, plutôt l'introduction de la CRH, il s'agit donc d'une atteinte surrénalienne et non hypophysaire. Alors, on va commencer par les syndromes de Cushing ACTH dépendants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus souvent, donc, il s'agit d'un adénome donc, utopique, c'est-à-dire au niveau donc, hypophysaire, corticotrope. C'est une tumeur bénigne, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la maladie de Cushing. Donc, c'est un adénome bénin, corticotrope, localisé au niveau de l'antéhypophyse. Contrairement donc à 15 à 20% des cas, il s'agit d'une sécrétion inappropriée. Donc, c'est une sécrétion ectopique d'ACTH. Cette sécrétion, elle se fait généralement à partir d'une tumeur endocrine non hypophysaire. Donc, c'est le Cushing paranéoplasique. Autrement dit, c'est en arrière-pensée, donc devant un Cushing, c'est vrai qu'il peut s'agir d'un truc bénin, d'une maladie bénigne, mais devant tout Cushing, il ne faut pas oublier qu'il peut s'agir d'une atteinte néoplasique. Donc devant tout ce Cushing, même s'il est ACTH dépendant, si alors on doit rechercher un adénome hypophysaire, si absence de l'adénome hypophysaire, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des sécrétions ectopiques et on doit rechercher ces tumeurs endocrines malheureusement et qui sont un signe en fait d'un Cushing paranéoplasique dont la prise en charge est différente et le pronostic aussi. Alors, la maladie de Cushing, bien sûr, donc c'est une hypercortisolémie et une hypercortisolurie avec un taux d'ACTH qui est élevé, donc supérieur à 15 pigomètres par millilitre. On doit bien sûr, comme je l'ai dit, rechercher un adénome hypophysaire. Donc, l'IRM est systématique devant une suspicion de maladie de Cushing. Elle se fait donc en coupe fine et le plus souvent, il s'agit donc de micro-adénomes dans 90% des cas. Donc, l'IRM hypophysaire, donc l'adénome, il est détecté dans 70% des cas, mais il existe bien sûr des faux positifs. C'est très. Alors, imaginez alors, quand on parle de micro-adénome, ça veut dire qu'il est moins de 10 mm. Imaginez un adénome qui est de moins de 1 cm au niveau donc, de l'hypophyse. Parfois, c'est difficile de l'objectiver. Néanmoins, selon les recommandations, alors la négativité de l'imagerie, c'est-à-dire quand on fait l'IRM, on n'arrive pas à voir s'il y a un adénome ou non.
malheureusement, la négativité de l'imagerie n'exclut pas le diagnostic. D'accord? Donc, ça n'exclut pas le diagnostic. Et si on a une forte suspicion clinique et biologique d'une maladie de Cushing, c'est au neurochirurgien de trancher, ça veut dire qu'il va opérer le patient. Si on trouve bien sûr qu'il n'y a pas de sécrétion ectopique, etc., le patient, c'est au neurochirurgien qui va trancher. Donc, le Cushing paranéoplasique, donc par sécrétion ectopique d'ACTH, donc représente une cause rare de syndrome de Cushing et doit être différenciée bien sûr de l'adénome. Donc, les tumeurs les plus pourvoyeuses de sécrétion ectopique d'ACTH, nous avons principalement des tumeurs bronchiques. Donc, c'est des tumeurs pulmonaires, donc bronchiques, qui sont principalement pourvoyeuses donc, de sécrétion ectopique, c'est surtout les tumeurs carcinoïdes, mais aussi thymiques, pancréatiques, les CMT, donc les cancers médullaires de la thyroïde, et les phéochromocytomes. Autrement dit, devant toute suspicion, donc devant tout syndrome de Cushing ACTH dépendant, il ne faut jamais passer à côté d'une sécrétion ectopique et donc toujours faire une TDM thoraco-abdominale, donc voilà, thoraco-abdominale à la recherche de ces foyers en fait ectopiques de tumeurs neuroendocrines. Alors, les caractéristiques, donc la différence donc, entre les maladies de Cushing donc, et les sécrétions ectopiques. Donc, la maladie de Cushing, elle est beaucoup plus, c'est le sujet, c'est les femmes, pardon, jeunes, s'installent donc sur plusieurs années. Les manifestations cataboliques sont modérées, une crise pandérale, une mélanodermie est rare, alors que en cas de sécrétion ectopique, elle est très importante parce que le clivage donc, ne se fait pas tellement. Le taux d'ACTH, pardon, il est important. Donc, euh, en cas de sécrétion inappropriée, ou ectopique, donc de cette ACTH, malheureusement, donc, l'ACTH n'arrive pas, en tout cas, à se détacher de son précurseur, qui est la propionélanocortienne, donc la POMC. Donc, et donc, il y aura une mélanodermie. Donc, il y aura, imaginez-vous, donc une ACTH avec une hypersécrétion donc, de mélatonine, et on aura donc une mélanodermie qui est vraiment importante. Donc, pardon. Alors, l'association de ces signes clinico-biologiques a une spécificité de 75 à 80%, mais 20% des sécrétions ectopiques ont un profil similaire à la maladie de Cushing. Et 10% des maladies de Cushing ne présentent pas de caractéristiques suicidaires, donc nécessité de pratiquer d'autres tests biologiques plus spécifiques. Donc, il est très difficile. En fait, quand on a un syndrome de Cushing clinique, quand on a un taux de cortisol libre urinaire ou bien cortisol plasmatique qui est élevé avec un taux d'ACTH qui est élevé, alors pour être sûr qu'il s'agit d'un adénome hypophysaire, donc une maladie bénigne, c'est la maladie de Cushing, ou bien qu'il s'agit d'un syndrome paranéoplasique, parfois c'est très très difficile de faire la part des choses, surtout lorsque l'imagerie n'est pas vraiment contributive. Donc, la sécrétion donc, ectopique nous pose trois problèmes. Donc, le diagnostic différentiel, le diagnostic topographique de cette tumeur neuroendocrine et bien sûr le traitement. Alors, on doit faire ici donc, aussi le test de freinage fort à la dexaméthasone. Donc, c'est de 2 mg toutes les 6 heures pendant 48 heures et de mesurer donc, le taux de cortisol urinaire et le cortisol de base. Donc, il faut savoir qu'une diminution franche moins de 50% par rapport au taux de base. C'est par rapport au taux de cortisol initial, donc du cortisol, il est observé dans la maladie de Cushing. L'absence de freinage, c'est-à-dire quand on donne de la DEXA avec un taux d'ACTH qui est important et ça ne répond pas donc au test de freinage, il s'agit beaucoup plus d'une sécrétion ectopique, car je vous l'ai dit, le syndrome paranéoplasique donne une sécrétion très 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 importante du taux d'ACTH malheureusement. Donc, c'est ça pour faire la part des choses. C'est-à-dire, on a une cortisolémie élevée, on a un ACTH élevé, on sait que c'est un corticodépendant, et on n'arrive pas à faire la part des choses par l'imagerie, on peut faire le test de freinage, même si, en vrai dire, aucun test n'est vraiment pathognomonique ou bien typique. C'est-à-dire, il faudrait vraiment un raisonnement clinique, biologique, radiologique, avec des tests répétés, savoir répéter les dosages, savoir se remettre en question afin d'être sûr du diagnostic. Alors, pour ce qui est de la maladie de Cushing, alors, c'est quoi le test de stimulation par la CRH? Donc, je vous l'ai dit, la CRH, c'est l'hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus.
donc afin de stimuler l'hypophyse. Donc, on donne 1 microgramme par kilo. Donc, vous n'êtes pas obligé de retenir les valeurs, d'accord? Donc, les valeurs, c'est juste pour que vous les connaissiez, mais ce n'est pas la peine de retenir les valeurs. Donc, c'est quoi le test de stimulation? Donc, on va donner de la CRH et on va voir l'accroissement de l'ACTH et du cortisol qui sont bien sûr observés au cours de la maladie de Cushing. S'ils sont faibles ou nuls, c'est une sécrétion ectopique. Et bien sûr, là, toujours, malheureusement, l'absence de réponse n'élimine pas la maladie de Cushing. Donc, si on donne la CRH et il y a une augmentation du taux d'ACTH et du cortisol, on est sûr que c'est un Cushing. Si ce n'est pas le cas, on peut dire que c'est une sécrétion ectopique, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Ça reste comme il y a toujours une marge donc de doute là-dessus. Donc, ce qui est difficile euh, dans le syndrome de Cushing, dans les maladies donc, de Cushing, c'est beaucoup plus tout ce qui est ACTH dépendant. Alors, on a dit aussi donc, que l'IR1 hypophysaire, elle est positive dans 70% des cas, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, même si à l'IRM, on n'arrive pas à objectiver, ou le radiologue n'arrive pas à voir ce micro-adénome, le diagnostic n'est pas éliminé et ça revient au neurochirurgien. Il existe d'autres examens d'imagerie, donc le scan, le PET scan, etc. Mais bon, on ne les fait pas vraiment en pratique et ils n'ont pas démontré une supériorité à l'IRM. Donc en pratique, le premier examen à réaliser en cas de suspicion de maladie, c'est l'IRM. Les autres examens n'ont pas démontré leur efficacité ni leur supériorité. Pardon. Leur supériorité. Alors, je m'excuse. Alors, il y a un autre examen. En fait, c'est de doser, en fait, de voir donc, le gradient. Donc, le gradient centropériphérique. Donc, le gradient donc, de sécrétion donc, du cortisol. Donc, centropériphérique, ça veut dire ce gradient. Donc, ce gradient, donc, les savants, donc, physiologiquement parlant, ils ont, en tout cas, euh, comment dirais-je, parce qu'on a donc une imagerie qui est douteuse, donc il n'y a pas, et on a donc une forte suspicion du maladie de Cushing. Les savants ont dit, donc pour eux, donc du moment qu'il y a un adénovirus, le fait de doser cet ACTH au niveau central, c'est-à-dire à côté donc de cet adénome, il sera plus important, donc du moment qu'il y a un adénome, donc le dosage de cet ACTH, cette hormone, donc au niveau sanguin, pardon, sera donc plus important qu'au niveau périphérique et on va établir donc un lien entre les deux et faire le dosage des deux. Donc, ce dosage-là va se faire par cathétérisme. Donc, c'est le cathétérisme des sinus donc transphénoïdien. Donc, c'est par cathétérisme. On va faire un cathétérisme par voie fémorale. Donc, jusqu'à atteindre donc, les cavités cardiaques, puis arriver jusqu'aux veines jugulaires et faire les dosages donc, au niveau central, puis au niveau périphérique. Alors, s'il y a donc on a dit quel est l'intérêt de ce dosage. Alors, ce gradient-là d'ACTH, donc, il est donc un gradient qui est supérieur à 2, donc initialement, ou bien supérieur à 3 après la stimulation par la CRH, il s'agit donc d'une cause donc, hypophysaire par un adénome. Donc, c'est ça, en fait, le but de ce cathétérisme, c'est-à-dire doser l'ACTH au niveau central et au niveau périphérique. Si le rapport, c'est-à-dire entre le centre et la périphérie est élevé, ça veut dire qu'il s'agit réellement d'un adénome hypophysaire et ça peut nous confirmer en pratique. On va dire que c'est pas évident de le faire à chaque fois. Il faut qu'il y ait des centres experts, un centre de cathétérisme qui est donc disponible. Donc c'est ça l'intérêt en fait de faire le dosage par le cathétérisme des sinus. Alors, donc devant l'hypersécrétion donc, cortisolimique avec ACTH dépendant, lorsqu'on a une tumeur ectopique évidente, donc il suffit juste, je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il s'agit principalement de tumeurs bronchiques, pancréatiques, thymiques, etc., donc devant euh, tout syndrome de Cushing ACTH dépendant, hormis l'IRM, donc hypophysaire cérébrale à la recherche d'un adénome hypophysaire, corticotrope, il faut
donc faire une imagerie donc thoraco-abdominale à la recherche de tumeurs ectopiques qui sont généralement mises en évidence à l'imagerie. Donc, c'est la principale imagerie à faire en cas donc, de suspicion de cette tumeur endocrine. Alors, maintenant, on passe donc à l'origine surrénale. Donc, c'est pour les. Donc, je passe donc au syndrome de Cushing qui ne sont pas ACTH dépendants, qui sont ACTH indépendants. C'est la première étape, donc c'est la TDM surrénalienne, bien sûr. Donc, on fait donc un contexte clinique évocateur de syndrome de Cushing, un bilan biologique qui confirme l'hypercortisolémie, un taux d'ACTH qui est bas, qui est en faveur donc d'une origine surrénalienne. Donc, premier examen, première imagerie à faire, c'est la TDM surrénalienne pour voir en tout cas donc, les surrénales. Alors, c'est la technique de choix, elle se fait en coupe fine bien sûr. On va voir la prise de contraste et la cinétique de la base. Donc, l'IRM n'est pas vraiment, donc, elle a des données ambiguës. Donc, s'il y a vraiment des données ambiguës au niveau du scanner, mais sinon, là, on contre-indication au scanner, mais sinon, c'est le scanner qui se fait en première intention. Les autres imageries, c'est vraiment en dernier recours. Alors, quand on a, j'ai dit que c'était, alors, en cas de syndrome de Cushing, ACTH indépendant, donc c'est une sécrétion surrénale autonome, donc elle ne dépend pas de l'hypophyse, elle ne dépend pas donc de l'origine centrale. La plupart du temps, il s'agit d'une tumeur unilatérale, soit un adénome cortico-surrénalien qui est bénin dans la plupart du temps, ou bien un cortico-surrénalien. C'est en fait le cancer de la surrénale, malheureusement. Donc, c'est la néoplasie surrénalienne qui est donc, généralement unilatérale. Lorsqu'à l'imagerie, on trouve des tumeurs bilatérales, nous avons deux entités. Est-ce qu'il s'agit d'une hyperplasie macronodulaire ou bien une dysplasie micronodulaire pigmentée? Alors, l'hyperplasie macronodulaire peut rentrer dans le syndrome de McCune-Albright, qui en fait qui rentre dans une triade qui est la dysplasie fibreuse, des taches café au lait et une puberté précoce. Quant à la dysplasie micronodulaire pigmentée des surrénales, donc ce que vous allez voir à l'imagerie, ça c'est des éléments donc, que vous allez retrouver à l'imagerie, donc au scanner surrénalien, c'est le complexe de Carnet qui est une syndrome néoplasique multiple. Donc, devant un ACTH indépendant, quand il s'agit d'une atteinte unilatérale, c'est soit l'adénome bénin, soit le cortico-surrénalin. Lorsque c'est bilatéral, soit c'est une hyperplasie donc macronodulaire, donc on voit des nodules très importants, soit c'est une dysplasie pigmentée. Alors, l'adénome cortico-surrénalien, donc à l'imagerie, il est généralement moins de 5 cm, donc il est, bon, on ne voit pas de petite taille, mais il est de moins de 5 cm, avec une densité basse inférieure à 10. Donc, une densité donc, inférieure à 10 unités Ransfeld avant l'injection.